Tout d'abord, la formation. L'accès à la formation est un véritable enjeu pour l'égalité professionnelle car il s'agit d'un élément essentiel pour permettre à chacun et chacune de progresser et de gérer au mieux l'ensemble de son parcours. Si le taux global d'accès des femmes à la formation professionnelle, soit 43%, est très proche de celle des hommes, 45%, en réalité, l'espérance d'heures de formation par an est de 20 heures pour les hommes, contre seulement 12 pour les femmes. La réforme de la formation professionnelle portée par le projet de loi est une magnifique opportunité pour faire progresser l'égalité des femmes entre les femmes et les hommes. L'article 1er du projet de loi propose ainsi une rénovation du compte personnel de formation, CPF, et pose notamment le principe d'une égale alimentation du CPF pour les salariés à plein temps et à temps partiel. Ce dispositif me semble extrêmement pertinent et bénéficiera directement aux femmes qui occupent 80% des emplois à temps partiel. Toutefois, ce dispositif n'inclut que les temps partiels de plus d'un mi-temps, ce qui limite considérablement son impact. Il conviendrait sans doute d'envisager son extension, même si j'en mesure, pas complètement peut-être, les conséquences financières. Par ailleurs, deux autres points me semblent importants concernant la formation professionnelle continue. D'une part, de prévoir une évaluation de l'impact de la monétisation du compte personnel de formation, également prévu à l'article 1er du projet de loi, et d'autre part, d'ajouter un plafonnement des heures de formation pouvant être effectuées en dehors des horaires de travail, y compris en présence d'un accord collectif pouvant garantir l'égal accès des femmes et des hommes à ces formations. Pour lutter contre la ségrégation des métiers, qui conduit trop souvent à la concentration des femmes dans les secteurs moins valorisés et moins rémunérateurs, il me semble nécessaire d'agir dès la formation initiale. C'est pourquoi je recommande d'inclure dans les missions d'information des régions la lutte contre les visions stéréotypées et sexuées des métiers. Concernant l'apprentissage, et c'est un point extrêmement important de ce projet de loi qui est porté par la ministre, qui est lui-même un sujet particulier au sein de la thématique de la formation. Mais je vous renvoie à mon rapport pour plus de détails sur la ségrégation sexuée des différentes filières d'apprentissage et il me semble essentiel d'inclure dans les missions des centres de formation des apprentis, donc les CFA, la promotion de la mixité des métiers et de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que de mettre à disposition un outil de suivi pour s'assurer de l'effectivité de l'accompagnement dans les CFA. J'en viens maintenant aux deux autres axes du projet de loi, les situations de chômage et d'emploi. Il est aujourd'hui important de mieux sécuriser les parcours professionnels des travailleurs tout en garantissant une souplesse et une capacité d'adaptation pour relever les défis économiques actuels. Le projet de loi propose plusieurs dispositifs allant dans ce sens et il me semble que nous devons veiller à ce que ces dispositifs prennent bien en compte l'égalité professionnelle. Par exemple, les articles 26 à 28 du projet de loi prévoient d'élargir le bénéfice du revenu de ce remplacement à certaines démissions volontaires, notamment pour assurer une reconversion professionnelle, ainsi que, dans certains cas, pour les travailleurs indépendants. Sans détailler ce dispositif, je tiens à vous dire que les mesures du projet de loi constituent une véritable opportunité à saisir. Il conviendrait toutefois de suivre leur impact sur les femmes travaillant comme indépendantes, ces données n'étant pas aujourd'hui disponibles. Un autre dispositif me semble être un levier pertinent pour faire progresser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il s'agit de l'article 34 qui instaure une expérimentation territoriale visant à l'amélioration de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. En développant un accompagnement plus personnalisé, permettant notamment de détecter les demandeurs d'emploi
en situation de fragilité dans leur processus de recherche d'emploi. Ce dispositif me semble pouvoir intelligemment prendre en compte les difficultés spécifiquement rencontrées par les femmes sur le marché du travail, afin notamment de mieux accompagner ces demandeuses d'emploi sur des emplois les plus précaires. Enfin, je tiens à souligner qu'il ne faut pas oublier que les femmes peuvent subir des doubles discriminations. Parce qu'elles sont femmes et LGBT, parce qu'elles sont femmes et seniors, parce qu'elles sont femmes et d'origine étrangère, parce qu'elles sont femmes et handicapées. Il me semble que nous devons garder à l'esprit ces enjeux qui doivent être intégrés dans les politiques d'insertion. À ce titre, je salue l'orientation de l'article 43 du projet de loi qui réaffirme la vocation économique et sociale des entreprises adaptées et précise les caractéristiques des publics recrutés dans ces structures. Je pense que nous pouvons aller encore plus loin dans ce domaine et c'est pour cela que je préconise d'une part de prendre en compte spécifiquement la nature des femmes handicapées et d'autre part d'engager une réflexion sur l'inclusion dans le droit du travail de la notion de travailleurs en situation de handicap. En guise de conclusion, j'attire votre attention sur les articles 63 à 65 du projet de loi qui visent à favoriser et à valoriser les mobilités des fonctionnaires en période de disponibilité. Je pense qu'il serait sans doute plus judicieux d'appréhender cet enjeu dans un grand projet de loi relatif à l'égalité professionnelle dans la fonction publique, mais l'examen de ces articles doit être l'occasion d'ouvrir un débat en profondeur sur ces thématiques. Je ne doute pas que nous pourrons inviter le gouvernement à engager une réflexion d'ensemble sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Si j'adhère à l'objectif poursuivi par ces articles, j'émets toutefois des réserves à la fois sur leur mécanisme et sur leur application. Je formule à ce sujet 3 recommandations et en tout état de cause, il convient de maintenir les droits à l'avancement des femmes en disponibilité qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ce qui souvent est le cas, par exemple pour les femmes qui demandent une disponibilité pour élever leurs enfants ou plus simplement aussi pour suivre leur mari et conjoint. Pour terminer, je me permets de rappeler encore une fois que l'égalité professionnelle, c'est un sujet totalement transversal, je l'ai dit au début, je le répète, qui doit être pris en compte dans chaque disposition. Il y a une différence flagrante, on ne l'a pas explicitement fait au cours de toutes ces auditions, mais sur ma circonscription à Toulouse, il y a effectivement une entreprise qui s'appelle DSI qui est dans la formation et qui est dans ces domaines-là. Et effectivement, il y a une disparité importante. Et elle sera signalée sur le tableau, à la page 61 de ce rapport. Donc, pour être encore plus précis. Voilà. Monsieur Viry, je vous en prie. Alors, c'est tout à fait scandaleux. À mes yeux, dire que 24% des femmes ne pourront accéder qu'à ces emplois sur 24 000 emplois, c'est une réalité. Si on consent à cette réalité, elle devient une réalité. Si on n'en consent pas, elle ne peut pas être une réalité. En tout cas, elle ne peut pas être une réalité en tant que telle. Et je crois que la délégation que mène Marie-Pierre, tu seras certainement d'accord avec ces propos-là. Ce qu'a fait, je voudrais revenir sur ce que dit notre collègue Stéphane Viry, sur l'obligation de résultat. Ça change tout. Dans ce texte, il y a une obligation de résultat. Eh bien, cette obligation de résultat, je crois qu'on pourrait la mettre en exergue dans ce que vous venez de dire,
sur ces 24% de femmes qui ne pourront accéder à ces 24 000 postes. Donc c'est pas possible. C'est juste impossible de rester inactif pour nous. Et c'est un objectif d'harmonisation pour comparer et pour supprimer les inégalités salariales. Je parle évidemment de ce projet de loi qui est important. Supprimer ces inégalités salariales lorsque les entreprises ont pris conscience, et beaucoup d'entre elles d'ailleurs font ce retour, qui date de plus d'un siècle. Cette réalité économique date de plus d'un siècle, qui dit que lorsqu'il y a une parité dans l'entreprise, l'entreprise a une productivité, a une ambiance là qui met en condition une productivité plus importante. Donc, lorsque vous disiez que j'ai 2000 milliards, j'ai en tête, c'est 3,2% du PIB en plus. Je crois que tout ça, il faut que les entreprises prennent conscience, au-delà de mesures coercitives qu'elles puissent avoir, puisqu'elles sont prévues aussi dans ce texte, sur la 3e année en tout cas.